Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaned. Au sommaire de cette édition, la CVR a outrepassé ses compétences en qualifiant de génocide les massacres de 1972, alors que son rôle ne se limite qu'aux enquêtes uniquement. C'est du moins la réaction de la CAVIB, une coalition réunissant les avocats des victimes du troisième mandat de feu, Pierre Nkurunziza. L'incendie criminel de la prison centrale de Gitega a emporté la vie de plus de 300 détenus, des victimes qui auraient par la suite été enterrées à la va-vite dans l'un des cimetières situés à Gitega. Les unes ont tassé sur les autres. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également du projet de création d'une nouvelle usine de coton en remplacement de la Cogerco aujourd'hui en faillite. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, au développement de cette émission. Rebonsoir, je vous le disais en titre, la CVR n'a aucune compétence pour qualifier les crimes, peu importe leur gravité. C'est en substance la réaction de la coalition des avocats des victimes des crimes commis depuis 2015 lors du troisième mandat de feu Pierre Nkurunziza. Maître Emmanuel Ngengurutse, qui s'est exprimé au nom de cette coalition, rappelle que le rôle de la CVR se limite uniquement à enquêter sur les crimes du passé. Suivez Maître Emmanuel Ngengurutse. Et le communiqué, en premier lieu, précise que la qualification des crimes commis au Burundi en 1972 comme crime de génocide contre les Hutus du Burundi, c'est une qualification qui est irrelevante parce que faite par un organe incompétent. Et pour deux raisons. La première, si on tient compte de la légalité uniquement interne, même sans aller au niveau international, c'est que l'accord d'Arusha, dans son protocole premier, chapitre 1er, article 8, point 1, etc., il dit très bien que la Commission Vérité et Réconciliation n'a pas le pouvoir de qualifier les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et le crime de génocide. En fait, en l'interdisant comme ça, c'est que l'accord d'Arusha, n'est-ce pas, avait prévu un autre mécanisme judiciaire chargé de qualifier et de juger les auteurs de ces grands crimes, n'est-ce pas, internationaux. Et donc, vous pouvez dire que l'accord d'Arusha n'est pas relevant, qu'il a été jeté aux oubliettes. Non, parce que la loi qui porte la CVR s'y réfère dans son préambule. Ça veut dire que donc, la loi reconnaît l'accord d'Arusha comme étant une source même de cette loi. Deuxième chose, la loi portant CVR parle bien que celle-ci n'a pas de mandat judiciaire. En conséquence, cette qualification inappropriée dans un état de droit, une telle initiative de la part de la CVR mériterait d'être incriminée sur les incriminations d'abus d'autorité. La CVR, depuis le début jusqu'aujourd'hui, et c'est un mécanisme qui a été amputé de toute référence à la justice. Parce que, et ça c'est contrairement aux standards internationaux universellement reconnus. Donc, un mécanisme de vérité, il doit nécessairement tendre vers la justice. Parce que les quatre piliers de justice de transition, c'est la vérité, c'est la justice, c'est la réparation, c'est les garanties de non-répétition. Et en page droits de l'homme, plus de 300 corps des victimes de l'incendie criminel de la prison de Gitega auraient été enterrés dans des fosses communes, dans un petit cimetière situé sur la colline Mungwa, zone Bgoga de la commune de Gitega. Déclaration du journaliste Bob Rugulika qui s'est entretenu avec un des policiers qui ont supervisé cette activité. Pour le moment, ces fosses communes sont gardées par des miliciens Imbonerakure de la localité. Suivez Bob Rugulika.
D'après des informations reçues de la part d'un des policiers qui ont été enrôlés dans ces activités, les restes des victimes étaient en grande partie composés par des os et une sorte de squelette humaine. Ils ont été enterrés, selon lui, dans une quinzaine de fosses communes, espacées, et aucun signe de croix n'a été posé dessus, même si c'est dans une sorte de cimetière. Même après avoir enfoui les restes, les miliciens auraient tenu à effacer tout signe qui peut révéler l'existence des fosses communes. Notre source nous a toutefois dit un élément un peu troublant. Il y aurait, selon lui toujours, d'autres corps qui n'ont pas été enterrés dans cet endroit et qui auraient été déplacés vers une autre destination jusque-là inconnue. Ça reste quand même un mystère dans le sens où il n'y a jamais eu de corps exhibés officiellement. On ne comprend pas où ont été acheminés ces corps. La source précise aussi que l'endroit où se trouvent ces fosses communes est très sécurisé par des Imbonerakure aujourd'hui qui visiblement y sont affectés de façon permanente. Et là, il faut ajouter que c'est également en cet endroit où a été découvert le corps d'un certain Bukuru Gérard, vous vous rappelez, du quartier Swahili de Gitega, qui avait été retrouvé mort le 24 octobre de cette année, après avoir été arrêté par le responsable du service de renseignement en province de Gitega. Donc, vous comprenez que cette affaire revêt un caractère mystérieux qui reste vraiment un peu difficile à élucider. C'était le journaliste Bob Rugulika, également directeur de la RPA. Et en plus de ces détenus de la prison centrale de Gitega, la rédaction de la RPA a pu répertorier plus de 350 autres personnes assassinées au Burundi au cours de cette année 2021. Onésime de Chimaguizé nous fait le point sur le bilan sécuritaire de cette année. Le secteur de la sécurité a été caractérisé au cours de cette année par plusieurs cas d'assassinat dans différentes provinces du pays. En province de Gitega, par exemple, des centaines de détenus de la prison centrale de cette province ont été tués au cours d'un incendie qui a consumé une partie des bâtiments de cette prison le 7 décembre court. Le gouvernement du Burundi a annoncé 38 décès victimes d'un incendie causé par un court-circuit, au moment où certaines organisations de défense des droits humains parlent de centaines de morts suite à un incendie criminel. Les enquêtes de la radio publique africaine révèlent que cette prison a été incendiée par des agents du service national des renseignements, en collaboration avec certains policiers prestant dans la ville de Gitega. La rédaction de la RPA a également pu répertorier 350 cas d'assassinat à travers tout le pays au cours de cette année 2021. La province de Chibitoke a été la plus touchée pour avoir enregistré 83 cas d'assassinats. Parmi ces victimes, 57 corps ont été découverts dans les communes de Buganda et Lugombo, au bord de la rivière Rusizi qui sépare le Burundi de la République démocratique du Congo. Les autorités administratives de la localité sont accusées par la population de précipiter l'enterrement des victimes sans qu'il y ait des enquêtes. Dans cette même province, d'autres personnes ont été tuées au cours de cette année à coups de machette, accusées de sorcellerie dans les communes de Uganda, Lugombo, Mugwi, Mugina et Ukinanyana. La province de Muramvya vient en deuxième position avec 40 cas d'assassinat. La majorité de ces personnes a été tuée au cours de différentes attaques d'hommes armés survenues au mois de mai et juin 2021. La ville de Bujumbura occupe la 3e place où beaucoup de cas de tuerie ont été enregistrés lors des attentats à la grenade, surtout celui survenu le 20 septembre. D'autres personnes ont été tuées, fusillées par des policiers ou par des Imbonerakure. La province de Chankuzo a été la moins touchée par ces actes criminels car elle a enregistré 2 cas d'assassinat. L'une des 2 victimes a été accusée de sorcellerie. Parmi les 354 cas d'assassinat que la RPA a pu répertorier au cours de cette année, 61 cas sont des femmes et 26 enfants. La plupart des victimes de ces actes criminels sont les membres des partis politiques d'opposition, surtout les militants du parti CNR d'Agathon Rwasa. D'autres personnes ont été victimes de conflits fonciers, de vols et de sorcellerie. En page coopération, la Banque mondiale a approuvé ce mercredi un financement additionnel de 60 millions de dollars en faveur du projet de préparation et de riposte à la Covid-19 au Burundi. Dans un communiqué de presse, la Banque mondiale indique que ce financement additionnel vise à aider le gouvernement à prévenir, à détecter et à répondre à la menace posée par la Covid-19, ainsi qu'à renforcer le système national de santé publique au Burundi. Eric Nyonzima.
Ce nouveau financement va aider le gouvernement à renforcer les piliers de la riposte contre la pandémie, sans oublier l'achat et le déploiement des vaccins contre la COVID-19, a précisé Jean-Christophe Carré, directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Burundi, la République démocratique du Congo et l'Angola, comme on peut le voir dans le communiqué de presse de la dite banque de somme et crédit. Ce communiqué indique aussi que ce financement additionnel de 60 millions de dollars facilitera également l'achat du matériel utilisé dans le dépistage de la COVID-19, en plus de la prise en charge et la référence des maladies, y compris les médicaments, oxygène, ambulances et fournitures de santé critiques et l'achat des équipements de laboratoire, sans oublier les équipements de protection individuelle. De même, le projet servira à renforcer la chaîne de froid, notamment les réfrigérateurs et les chambres froides pour le stockage, et couvrira les campagnes de sensibilisation pour une vaccination massive. Souligne le dit communiqué. Le financement en don du projet de riposte contre la COVID-19 est assuré par l'Association internationale pour le développement IDA et s'étendra sur 3 ans. Eric Niyonzima, parlons à présent société où certains produits sont de plus en plus difficilement accessibles, surtout en mairie de Bujumbura. L'exemple le plus illustratif est celui du sucre et des boissons au Braroudi. La population demande aux autorités habilitées de trouver solution à ce problème récurrent. Les détails avec Dani Claire, Iratronf. Dans différents quartiers de la mairie de Bujumbura, il devient de plus en plus difficile de se procurer du sucre, de la sosumo ou des boissons Braroudi. Là où on parvient à trouver ces denrées comme à Nyakabiga, Chibitoki et ailleurs, ils s'achètent à un prix largement supérieur à celui officiel. Selon une de nos sources, le sucre aujourd'hui se vend en cachette et pas à n'importe qui. Rien n'a changé pour ce qui est de la pénurie de sucre. Là où il est disponible, il se vend entre 2800 et 3000 francs. Ici au centre-ville, on utilise des codes pour demander le sucre, sinon on vous prend pour un espion. C'est vraiment grave. La situation est pareille pour les boissons Braroudi. Certains cabaretiers ajoutent au moins 200 francs par bouteille argan qui sont eux aussi contrés vu les gymnastiques qu'ils doivent faire pour s'en procurer. La situation est toujours chaotique. La mousselle, là où tu parviens à la voir, elle s'achète à 2000 francs burundais. La primus s'achète entre 1700 et 1800 francs. Quant à la mousselle Bock, le prix est situé entre 1800 et 2000 francs, alors que le prix officiel est 2300 francs. Les commerçants disent qu'ils s'approvisionnent à la bouteille, d'où ils sont contraints de majorer les prix. C'est vraiment un problème, car ça devient de plus en plus cher. Actuellement, la population demande au gouvernement de s'impliquer davantage et de réguler ce secteur pour que ceux qui enfreignent la loi soient punis sans distinction aucune. Nous les habitants demandons que le gouvernement prenne les choses en main, que ceux qui ne respectent pas les prix officiels soient punis sans favoritisme. Tu peux acheter la mousselle à 2000 francs ici et l'acheter à 2500 francs là-bas et 3000 francs dans un autre endroit. Là, tu commences à te demander où se trouvent les autorités et leur rôle. En réalité, c'est le gouvernement qui doit réguler ça. Comment ces boissons peuvent manquer alors qu'elles sont produites localement? Nos sources en mairie de Bujumbura indiquent que certaines de ces denrées seraient vendues à l'extérieur du pays à cause du manque criant de devises qui perdure. La population demande ainsi au gouvernement de trouver solution à ce problème reculant au lieu de se contenter des discours qui, en définitive, ne soient jamais mis en exécution. Merci à toi, Dani Claire Iratkoumva. À propos de cette hausse des prix, le ministère du Commerce, du Transport, de l'Industrie et du Tourisme met en garde les commerçants contre toute forme de spéculation, surtout en ces périodes de fêtes de fin d'année. Dans une déclaration sortie ce jeudi, Glorieuse Nibarutaye, porte-parole de ce ministère, demande à la population d'être vigilante et de dénoncer tout cas de spéculation, car les contrevenants seront punis, déclare-t-elle. Je vous propose de l'écouter. Durant cette période des fêtes de fin d'année 2021, le ministère du Commerce, du Transport, de l'Industrie et du Tourisme porte à la connaissance du public en général et des intervenants dans les secteurs du commerce et du transport en particulier ce qui suit. Dans le cadre de la préservation des bonnes pratiques en matière de commerce
et de transport des personnes et des biens, le ministère rappelle à tous les commerçants qu'il est strictement interdit de mener des spéculations sur le marché en créant artificiellement des pénuries de biens de consommation afin d'en profiter par la hausse des prix. Le ministère du Commerce, du Transport, de l'Industrie et du Tourisme rappelle aux vendeurs des produits Braroudi et du sucre Sosumo de mettre sur le marché les quantités qui leur sont octroyées en toute transparence, sans aucune autre forme de spéculation. Le ministère rappelle aux transporteurs des personnes et des biens de respecter les prix usuels et surtout pour les transports interprovinciaux. Le ministère du Commerce, du Transport, de l'Industrie et du Tourisme demande en outre à tout un chacun d'être vigilant et de dénoncer auprès de l'administration locale ou de la police en charge de la sécurité routière tout cas de spéculation pouvant être détecté sur le marché des biens de consommation ou des services de transport afin que les contrevenants soient punis conformément à la loi. Pour ce qui est du sucre, le ministre ayant l'agriculture dans ses attributions reconnaît que la raison est que la quantité de sucre produit localement ne peut plus satisfaire la population. Ce jeudi, lors de la présentation des réalisations semestrielles de son ministère, Deogui Deloulema a dévoilé son plan pour relever ce défi. Selon lui, dans les 2 ans à venir, la Sosumo sera à mesure de produire 35 000 tonnes par an. Suivez le ministre Deogui Deloulema. ihangiro twihaye nuko mu myaka 2 twageze ku matoni 35,000 kutyo niho dushobora gushimisha abene gihugu ariko ntizokwira naho nyene murabona yuko abantu babandanya bagwira abakoresha isukari. On s'est fixé l'objectif de produire 35 000 tonnes par an et notre objectif sera atteint dans les 2 ans à venir. Avec cette production, nous espérons satisfaire une grande partie de la population. Vous le savez, la population continue à s'accroître et le sucre est devenu un produit multifonctionnel. Ce n'est pas pour le thé seulement qu'on l'utilise. La Braroudi en a besoin. D'autres petites usines qui produisent du jus l'utilisent également. Il y a une quantité qui est frauduleusement utilisée dans la production des boissons fluides. Notre souci, c'est donc l'augmentation de la production. Augmenter la production signifie avoir des terres cultivables en suffisance. Là, on a la chance d'en avoir. Et prochainement, l'on se retrouvera avec plus de 4 000 hectares de terres cultivables. Donc, il nous faut d'abord apprêter ces terres, faire le semis et attendre la récolte. On espère que ça prendra 2 ans pour que l'on puisse atteindre la production de 35 000 tonnes. On a déjà les machines à cultiver, puisque l'augmentation de l'espace cultivable implique également l'augmentation des machines. Ce qui nous rassure également, c'est qu'il y a un groupe de gens qui a proposé de mettre ensemble les terres cultivables pour se réunir en coopérative. Ces gens devraient cultiver la canne à sucre et vendre les récoltes à l'usine. Na leta ahubwo tuyashire hamwe nk'amakoperative muce muduha akazi tuze kuyakoramo mu kugwiza umwimbu tuzoharure ivyo leta yazanye bicishije muri Sosumo ayo matongo y'abene gihugu bashize hamwe makoperative cyose twumvikana igiciro c'ingene twobagurira uwo mwimbu. Et à propos de l'agence de gérance du coton Cogerco, le ministre Loulema a fait savoir qu'il est en faillite, mais rassure que le gouvernement, aidé par la Free Textile, compte mettre sur pied une autre usine qui s'occupera de la culture et de la transformation du coton. Encore une fois, Deogui Deloulema, ministre ayant l'agriculture dans ses attributions. Cogerco twarayivuga utadeha ikigo cyamaze guhomba kiramaze kugira igihengeri c'imiliyaridi zirenga 4 z'amadeni. La Cogerco, on l'a déjà déclaré, c'est une entreprise en ruine. Elle enregistre jusqu'ici une dette de plus de 4 milliards. Elle n'est plus alors une entreprise rentable. C'est pourquoi on a déjà proposé au gouvernement un projet visant la restructuration de la Cogerco et le gouvernement est d'accord. On nous a demandé de résister et chercher dans l'entretemps des terres cultivables pour la culture du coton. Il y a d'ailleurs des terres que l'on a déjà récupérées et qu'on a remis à la Cogerco.
n'abikorera utwabo kabihurikiwemo na leta. Ubwo rero nico gikorwa turiko turakora kugira ngo Cogerco ibikorwa yakora bizohindurwemo koko niyo sosiyete, ariko murabizi kugira ngo tubishikeko hari ibisabwa nko kugira ivyigwa byo kwerekana neza umutungo dusanganwe muri Cogerco kugira ngo tumenye imitahe. On a également proposé la mise en place d'une société mixte, les gestionnaires étant le gouvernement et les investisseurs privés. Les études de ce projet sont en cours. Nous allons procéder à ce qu'il y ait un partage équitable entre les actionnaires. Après avoir analysé le patrimoine actuel de la Cogerco, on pourra alors s'asseoir ensemble avec les responsables de la filière textile pour en fait étudier comment mettre ensemble nos actions. baca bavuga ati reka twebwe dufatanye na leta tugire ishirahamwe rimwe dushobore kuronka umwimbo ukwiriye cyo tuwuhingura kucyo nabo baba bariko baradufasha tuziganye y'amahera mvamahanga cyangwa y'agaciro baza gukura mvamahanga. Et puis en page de gouvernance, un conflit entre le gouvernement du Burundi et la société Toyota Burundi est en gestation. C'est en rapport avec le contrat de vente du terrain abritant l'ex-stade AFB en mairie de Bujumbura. Le Conseil des ministres de mercredi dernier accuse la société Toyota Burundi de tentative de manœuvre frauduleuse pour s'accaparer de ce terrain. Je vous propose d'écouter Prosper Naouguamiye, il est le secrétaire général et porte-parole du gouvernement. Note sur la gestion de la problématique d'exécution du contrat de vente du terrain abritant l'ex-stade AFB conclu entre le gouvernement du Burundi et Toyota Burundi. Cette note a été présentée par le ministre des Infrastructures, de l'Équipement et des Logements sociaux. Cette note avait pour objet d'informer le Conseil des ministres de l'état d'avancement de l'exécution du contrat qui lie le gouvernement et la société Toyota Burundi en rapport avec le terrain de l'ex-stade AFB que ce dernier a acheté à l'État du Burundi depuis février 2013. Il était question aussi de la position à prendre après la mise en demeure adressée à Toyota Burundi au regard de ses manquements à ses obligations contractuelles ainsi que la suite irréservée. Il s'est fait observer en effet que la réaction à la mise en demeure a été faite par une société autre que Toyota Burundi qui a signé le contrat avec l'État du Burundi. Le Conseil des ministres avait analysé ce dossier en date du 7 avril 2021 et les recommandations suivantes avaient été formulées. Signifier à la société qui a répondu à la lettre de mise en demeure envoyée à Toyota Burundi que l'État du Burundi ne la connaît pas comme partie au contrat. Inviter Toyota Burundi à répondre elle-même à la correspondance lui envoyée, d'autant plus que c'est elle qui est partie au contrat. Au cas où elle manifesterait de l'intérêt pour la poursuite de ce projet auquel elle s'est engagée, lui octroyer les documents nécessaires, notamment le permis de bâtir. Dans une convention additionnelle à signer, lui accorder un délai n'excédant pas 3 mois pour commencer les travaux. Entre-temps, rassembler tous les éléments disponibles démontrant la mauvaise foi de Toyota Burundi ainsi que les éléments présumant les tentatives frauduleuses. Collaborer avec le ministre en charge de la justice dans la gestion de ce projet. En évaluant le pas qui aurait été franchi par Toyota Burundi dans l'accomplissement de ses engagements, et après avoir eu les éclaircissements sur le processus de délivrance et de transfert du titre de propriété, le Conseil des ministres a constaté que cette société n'a jamais manifesté la volonté de mettre en œuvre ses engagements, qu'elle s'est plutôt adonnée à des manœuvres frauduleuses. Il est évident qu'en achetant ce terrain, Toyota Burundi avait d'autres visées. De son côté, le gouvernement burundais menace de rompre le contrat avec Toyota Burundi. Encore une fois, Prosper Naouguamiye. En évaluant le pas qui aurait été franchi par Toyota Burundi dans l'accomplissement de ses engagements, et après avoir eu les éclaircissements sur le processus de délivrance et de transfert du titre de propriété, le Conseil des ministres a constaté que cette société n'a jamais manifesté la volonté de mettre en œuvre ses engagements, qu'elle s'est plutôt adonnée à des manœuvres frauduleuses. Il est évident qu'en achetant ce terrain, Toyota Burundi avait d'autres visées. Il a été à cet effet décidé ce qui suit. Rassembler tous les éléments attestant les manœuvres frauduleuses utilisées dans l'obtention et le transfert du titre de propriété de ce terrain. Annuler le contrat de vente et récupérer le terrain. Montrer le préjudice subi par l'État. Comparer l'état des lieux du terrain au moment de la vente et son état actuel. Évaluer les pertes causées à l'état du Burundi par Toyota Burundi
et les lui faire supporter. Une équipe composée d'un représentant de la présidence de la République et des représentants des ministères en charge des infrastructures, de la justice et de l'hydraulique vont finaliser le dossier qui sera ramené en Conseil des ministres au début du mois de février 2022. Et voilà, c'est par ici que nous bouclons le journal en français de ce vendredi 24 décembre 2021. Merci à toutes et à tous qui nous avaient prêté une oreille attentive. Merci particulièrement aux équipes rédactionnelles et techniques pour le travail abattu. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mozaneza. Bonne soirée chez vous et très bonne fête de la nativité.